Speed, la machine à café des langagières et langagiers. Je suis Aurane, traductrice, entrepreneuse et cofondatrice du site Tradupreneur. Parce que traducteur rime aussi avec entrepreneur, avec Gaëlle Gagné, nous avons eu envie de créer ensemble, en alliant nos compétences, un espace et des ressources dédiées aux professionnels de la traduction qui ont aussi un esprit d'entrepreneur, pour faire connaître notre doux métier et pour aider également les personnes à se lancer et à se développer. Dans ce podcast, je vous propose tous les mois une interview d'un amoureux ou d'une amoureuse des mots, linguiste, traducteur, traductrice, terminologue, interprète et bien d'autres encore pour vous partager les richesses secrètes du monde de la traduction. Vous y découvrirez des parcours de vie, des conseils, des stratégies, des astuces et des outils pour lancer et développer votre entreprise de traduction ou simplement vous familiariser à ce vaste univers. C'est donc une tasse de café ou de thé à la main, bien installée dans votre canapé ou votre siège de bureau, que je vous invite à écouter cet épisode. C'est parti! Bonjour à toutes et tous, chers passionnés des mots. Pour ce dernier épisode de l'année, je voulais aborder un sujet qui retranscrive cette ambiance si particulière des fêtes de fin d'année, un mélange de partage et d'entraide. J'ai donc tout simplement pensé à une initiative en plein boom, le serveur Discord des traducteurs francophones, et me suis empressée de contacter sa créatrice. Mais avant de vous en dire plus sur cette mine d'or d'informations, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui sur le podcast Dorine Parmentier, qui est traductrice de l'anglais vers le français spécialisée en informatique, communication et marketing, bénévole en Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté pour la SFT, la Société française des traducteurs, et, comme vous l'aurez compris, administratrice du serveur Discord des traducteurs francophones. Bref, une personnalité multipotentielle et multicasquette. Bonjour Dorine. Bonjour Aurane. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va très bien et toi ? Très bien. Alors tout d'abord, pour commencer, j'aimerais que tu nous présentes avec tes mots ton parcours pour nous expliquer comment tu es devenue traductrice et d'où est venue ta spécialisation. Alors je m'appelle Dorine Parmentier, j'ai 27 ans et je suis traductrice depuis maintenant 4 ans. Et donc en 2012, après un bac L, j'ai fait une prépa littéraire parce que j'avais du mal à abandonner la philo malgré mon amour des langues. Et je me suis prise d'amour pour le thème et la version. Et je suis finalement restée 3 ans en prépa, donc j'ai cubé selon le jargon des préparationnaires. Et ensuite, avec les équivalences des crédits universitaires et ma licence en poche, j'ai fait un master de traduction à l'Institut de traducteurs de Strasbourg, à l'ITIRI. Et donc j'aime les langues, j'aime l'anglais, j'aime le français, j'aime lire, j'adore écrire. Et l'idée de gérer ma propre activité de traductrice après mes études, ça me plaisait vraiment. Donc je me suis lancée et tout ça s'est enchaîné de manière assez logique finalement. Et est-ce que ça a été facile de te lancer comme ça en indépendante directement après tes études ? C'était un choix difficile, mais j'avais vraiment envie de le faire. Et donc je me suis laissée quelques mois pour voir si ça prenait. Et ensuite, j'allais aviser et ça a pris tout de suite dès le premier mois. Donc j'ai continué et j'avais pas vraiment peur que ça fonctionne pas après parce que j'ai eu un client direct et une agence tout de suite. Donc ça s'est bien passé. Donc comment tu as fait pour trouver justement tes premiers clients ? Alors le tout premier client, c'était une agence de traduction française. J'avais en début d'activité suivi beaucoup d'agences sur LinkedIn pour voir leurs posts dans mon fil d'actualité et en plein milieu de l'été, j'avais vu une publication d'une agence qui cherchait des traducteurs anglais-français. Donc je leur ai envoyé mon CV et j'ai passé des tests de traduction rémunérés et tout de suite la collaboration a commencé et elle s'est pas arrêtée jusque-là. Et est-ce que tu avais une spécialisation ou plusieurs spécialisations particulières quand tu t'es lancée ? Alors au début, et conformément aussi au master que j'ai fait, j'avais une spécialité de traduction technique, plus médicale, et essentiellement c'était ça, avec un peu de communication.
Et au fil des demandes des clients, je me suis progressivement spécialisée vers un domaine dans lequel je baigne depuis toute petite avec l'informatique et les jeux vidéo et ma passion de la rédaction, elle est passée dans de la traduction, communication et marketing et j'ai allié les deux pour me spécialiser en traduction, marketing et communication pour le secteur technologique. D'accord. Et donc maintenant, actuellement, tu traduis à part égale dans ces différents domaines ou il y a un domaine qui prédomine plus qu'un autre? Alors généralement, c'est toujours technologique. Je pense que je dois faire 30% de traduction, localisation, jeux vidéo. Et le reste du temps, j'accepte des missions qui sont à mi-chemin entre le marketing, la com, parfois du technique pour certaines spécialités du web et toujours du technique finalement en technologie quand même parce que je me rends compte que la spécialisation s'étant formée comme ça au fur et à mesure, je refuse systématiquement maintenant les traductions dans lesquelles j'exerce moins, c'est-à-dire médicales, aéronautique. J'étais formée pour et finalement j'en ai fait très peu au début et après j'en fais plus du tout parce que je n'ai pas continué à me former dans ces domaines très spécialisés. Je préfère recommander des collègues qui eux bossent dans ces secteurs depuis des 5, 10, 15 ans et ça permet d'échanger des contacts aussi. Donc finalement, je sors peu de ma spécialité aujourd'hui, mais les textes sont toujours aussi variés parce qu'il y a plein de secteurs technologiques différents. Ça recoupe plein de secteurs. On est bien d'accord sur la question de la spécialisation parce que quand on prend un secteur de niche, en fait, n'importe lequel, on se rend compte qu'il y a une richesse et une diversité des contenus et des choses à traduire et que finalement se spécialiser dans 3, 5, 10, même moi j'ai vu des profils 15 spécialisations, en fait on se rend compte que c'est absolument impossible, tout comme un scientifique n'est pas un médecin ou un juriste, en fait on peut pas voilà, on peut avoir quelques spécialisations, je dirais 2, 3, et après on peut plus se dire spécialisé finalement. Et même au sein du secteur technologique, quand on me propose une traduction pour un produit qui n'est pas Android, par exemple, eh ben, je vais refuser parce que, bah, je n'ai pas les téléphones et les ordinateurs, qui fonctionnent sur le système concurrent. Donc, je resterai quand même dans ce que je connais bien et ce que je maîtrise et ce que je possède aussi en termes d'outils. Ça me permet de mieux les comprendre. Si on me demande de traduire, un système concurrent, et que je peux pas avoir la main dessus, ça sert pas à grand chose et ça sera pas précis et ça sera pas optionnel. Oui, et puis c'est voilà, c'est ton gage de qualité, c'est ta valeur ajoutée de dire je connais ce système d'exploitation, par contre un autre je ne connais pas et je vous renvoie vers un collègue, une consoeur. Eh bien maintenant, sans transition, je voulais discuter avec toi du serveur Discord des traducteurs. Mais avant tout, pour les personnes qui ne sont pas utilisateurs ou utilisatrices de cette plateforme, c'est quoi un serveur Discord? Alors déjà, Discord, c'est une plateforme qui permet de créer ce qu'on appelle des serveurs, donc des plateformes où on peut ajouter des salons vocaux et des salons textuels répartis en catégories. Et beaucoup de personnes pourraient se dire que ça ressemble à des forums, mais je vois plus ça comme une forme de messagerie instantanée qu'on peut paramétrer comme on veut. Pour moi, un serveur Discord, c'est comme un bâtiment où chaque salon est une pièce différente et on accorde différents systèmes de clés à différentes personnes en fonction de leur rôle et de leurs étiquettes. Et ça permet de créer un espace où chaque salon est dédié à un sujet particulier et peut répondre aux autres sur des questions. C'est comme une messagerie divisée en multitude de salons. Et donc le serveur Discord des traducteurs, quand est-ce que tu l'as créé? Et c'était quoi ton objectif à la base? Et est-ce que tu étais toute seule à l'origine de ce projet? Alors oui, j'étais toute seule, c'était au mois de novembre 2020. J'avais créé le serveur Discord pendant le deuxième confinement parce que je cherchais un moyen de fédérer les traducteurs de la région, donc Champagne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté, dans le cadre de mon bénévolat pour la Société française des traducteurs. Et finalement, j'ai invité différentes personnes, qu'elles soient à la SFT ou non, à me rejoindre sur Discord. Au début, on était 10, ensuite on a été 20, puis 30, et des collègues d'autres régions ont aussi accédé au serveur. C'est finalement devenu une communauté, 50 puis 120 membres. Et l'objectif, c'était de pouvoir se serrer les coudes à distance parce qu'on sait déjà que le métier de traducteur, c'est une activité qui peut être très solitaire. Je dis pas qu'elle le doit, mais elle le peut. Et c'est encore pire quand cette solitude, elle n'est pas choisie. Donc, pouvoir discuter avec des collègues au quotidien, des problématiques professionnelles, ça peut être vraiment une aide précieuse.
pendant le développement de son activité ou aussi pour ne pas être seul dans la journée, devant son ordinateur. Totalement. Et donc, actuellement, est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ont accès au Discord? Et autre question, est-ce que la progression des nouvelles personnes a été assez progressive ou il y a eu un grand boom à un moment donné? Alors aujourd'hui, j'ai regardé ce matin, on est 380 traducteurs, traductrices, interprètes, on a aussi des gens qui font de l'adaptation. Je dirais que ça a vraiment pris un essor, plus important à partir du printemps 2020 parce qu'on a lancé le coworking virtuel et à partir de là, j'ai commencé à faire un petit peu de communication pour, parler du Discord, sur LinkedIn, là où se trouvent finalement, tous les traducteurs en exercice, quasiment. Et, heu et ça a vraiment explosé à ce moment-là. Petit ralentissement l'été et aussi avec l'équipe de modération, donc je parlerai d'eux, un petit peu plus tard, mais on a réfléchi, on a pensé élargissement et approfondissement du Discord, un peu comme l'Union européenne finalement, et on s'est dit que si on pouvait limiter un petit peu les communications pour, hem, améliorer l'intégration des membres déjà présents avec des événements, sur le Discord, ça nous permettrait de dynamiser avant d'accueillir plus de monde. Et là, progressivement, maintenant que ces initiatives sont lancées, régulières, mensuelles, on accueille, tous les gens qui le demandent, sur LinkedIn, pourvu qu'ils répondent aux critères et aux attentes, des membres, c'est-à-dire qu'ils soient traducteurs, ou interprètes, en indépendant. On a un ou 2 traducteurs salariés, mais ils sont dans des entreprises techniques et spécialisées et pas en agence. Donc ils trouvent aussi, une forme de soutien au quotidien dans la communauté. Et voilà, donc c'était vraiment milieu d'année, on était vraiment, surchargés de demandes, parce qu'on regarde les profils des gens avant qu'ils rentrent pour, opérer une forme de filtre. Et donc tu l'as dit, donc si moi je suis nouvelle traductrice et sur le marché, je viens de terminer mes études et j'ai envie de rejoindre le Discord des traducteurs parce que je me sens seule, toute seule dans mon petit bureau chez moi. Donc tu l'as dit, il faut te contacter ou contacter qui, voilà, qu'il faut contacter et par quel moyen. Alors ce sera moi en priorité, on s'est réparti les rôles avec l'équipe et il faudra m'envoyer un message sur LinkedIn. Selon le type de compte LinkedIn, il faudrait peut-être m'envoyer une demande de connexion avant avec un petit mot et moi je réponds du tac au tac, avec le lien d'invitation après avoir vérifié que vous êtes bien traducteur et ensuite vous êtes, les bienvenus pour aller sur Discord. Donc télécharger l'application Discord et cliquer sur le lien d'invitation juste après et vous y êtes. Donc oui, pour rejoindre, il faut vraiment être véritablement traducteur, traductrice ou interprète et donc il faut être francophone, c'est ça. Et est-ce qu'il y a d'autres critères? Alors il faut être francophone, c'est-à-dire le français en langue source ou langue cible. Les autres critères, c'est de ne pas travailler en tant que gestionnaire de projet dans une agence de traduction, tout simplement parce que on n'a pas les mêmes intérêts et c'est pas la communauté qui est faite sur mesure pour eux, dans la mesure où les traducteurs échangent aussi de manière informelle et ils sont plus détendus et plus libres quand ils sont simplement entre eux. Au niveau des critères, donc il y a le français, comme je l'ai dit, être traducteur, interprète ou au moins exercer l'un des métiers de la traduction, parce qu'il y a beaucoup de métiers de la traduction, en tant qu'indépendant. Donc ça peut être en micro-entreprise, en entreprise individuelle, voilà, à son compte. Et donc pour gérer cette communauté grandissante, tu as parlé de modération, tu as parlé d'autres personnes qui te soutenaient sur ce projet. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors l'équipe de modération, c'est vrai que j'ai commencé à déléguer un peu parce que vu que l'initiative est entièrement bénévole, je commençais à me retrouver avec une sacrée charge de travail, sachant que je mets le serveur Discord sur mon écran de gauche et mon travail sur mon écran devant moi, l'écran de droite, et ça faisait beaucoup de notifications. Vu que j'étais administratrice, il fallait que je passe en revue aussi tous les messages parce que je modérais aussi, et donc j'ai demandé, qui serait volontaire pour m'aider à lire les messages, de tous les salons. On s'est réparti, le travail, modérer plus facilement et qu'on réfléchisse ensemble aussi à la direction que prendrait le serveur Discord. Et donc là, je suis, bien entourée, donc on a Mathilde, Maëlle, Geoffrey, Florent, et tout se déroule très bien. On a Margot aussi et chacun a son rôle et ça délègue pas mal.
Et chaque personne a ses salons où il va vérifier tous les messages, c'est ça? Voilà. Généralement, tout le monde lit un peu tout, sur un peu tous les salons. Mais on essaie de découper un petit peu, les catégories, modérées et ça se passe bien généralement. Au moindre doute, on en rediscute ensemble dans un salon, qui est privé, avant toute intervention de modération. Et donc en parlant de salons, alors c'est quoi les types de salons qu'on peut y trouver et combien il y en a au total? Alors le nombre de salons, je crois que je n'ai pas compté, mais en tout cas, on a 7 ou 8 catégories avec une dizaine de salons dans chaque catégorie et chaque catégorie, traite de grandes catégories de sujets, hein, en quelque sorte. Tu peux nous donner quelques exemples? Oui, des discussions thématiques, par exemple, on a un salon sous-titrage, post-édition, formation, un salon ergonomie pour les outils, l'équipement. Et dans une autre catégorie qui s'appelle gestion et business, on a la comptabilité, les droits d'auteur, l'épargne retraite, le marketing, c'est-à-dire le marketing de soi, comment est-ce qu'on affiche sa propre activité, comment on communique aussi avec les clients. On a un salon impôt gouv. C'est particulièrement pertinent à cette belle fin d'année où on attend tous notre cher CFE. Et on a aussi des salons par outil. Avant, c'était un salon pour tous les outils et maintenant, il y a un salon par outil. Comme ça, les personnes qui ne sont pas concernées mais qui voient une notification pour un outil qu'elles n'utilisent pas, eh bah, elles ne perdent pas de temps et elles voient directement quel outil a un nouveau message comme Antidote, MemoQ, Notion, SmartLink, Trados. Voilà, chaque outil a son salon. On a un coin détente et je pense que c'est ce coin détente qui dynamise vraiment la communauté parce que, on peut discuter de sujets plus personnels, on peut rire, on peut partager ses coups de gueule et on a donc, un salon victoire pour nos petites victoires au quotidien qu'on veut partager avec les autres et les autres membres répondent par un emoji, par exemple, ou, par, félicitations ou par un message pour compatir, pour ce qui a été partagé. On a un salon voyage pour lorsqu'un membre va en Allemagne, à Berlin et qu'il veut envoyer, une photo de son resto à Berlin ou, donner ses bonnes adresses en Italie ou, lorsqu'il fait du parapente, je ne sais où en France, ça se partage là. Ensuite, on a les perles de traduction, donc on en voit aussi beaucoup passer sur les réseaux, qui sont publics, ce qui ça fait bien rire, c'est les failles de la post-édition et de la traduction de la machine. On a aussi un salon pour les photos d'animaux, parce que souvent, notre premier cat tool, c'est notre chat. Tout à fait. Bah, moi j'en ai pas, mais j'aimerais bien. Moi, j'ai encore de la chance parce que le mien, il est en train de dormir là, et si on l'entend pas miauler avant la fin du podcast, on aura de la chance. Il y a aussi un salon pour partager ses playlists de travail. Beaucoup de traducteurs sont des adeptes de la musique en bossant, instrumentale ou non, et on peut partager nos meilleures playlists. On a aussi un salon pour le sport qui s'appelle Rester actif et on partage aussi voilà, les petites routines yoga, les routines un peu plus intenses de course, voilà, pour tous ceux qui ont des bons plans et des conseils aussi parce qu'on est quand même assis toute la journée devant notre ordinateur et au bout d'un moment, l'activité physique devient vraiment nécessaire. Oui, c'est important, faites du sport, allez à la salle de sport, allez courir, trouvez quelque chose, mais faites du sport. Ouais, donc s'aérer au moins une fois par jour en faisant le tour du pâté de maison ou le tour de la ville, c'est C'est il y ça. a pas ju il y a pas que la santé physique. C'est que moi, depuis janvier de cette année, donc janvier 2021, je travaille dans une pépinière d'entreprise. Donc j'ai un bureau, donc j'ai 15-20 minutes de marche le matin et le soir pour me rendre à mon bureau. Et ça me fait beaucoup de bien, justement, parce que ça me fait, j'y vais en marchant parce que j'adore marcher. Et soit j'y vais en écoutant de la musique, en écoutant des podcasts ou rien, mais ça fait vraiment du bien de rien que de marcher, voilà, une trentaine de minutes par jour. Ça aère le cerveau et après les traductions n'en sont que meilleures. Tout à fait. Dans les salons du coin détente, on a aussi un salon littérature, parce qu'on a aussi des traducteurs littéraires et aussi des traducteurs de toutes spécialités confondues, qui sont des grands amateurs de livres. Et donc les débats ont lieu dans ce salon-là. On a un salon cuisine depuis pas très longtemps, parce qu'on a un membre qui est au Japon et qui adore faire du pain. On a un salon tech, donc pour la technologie, où on partage les dernières avancées en matière de logiciels, des choses intéressantes, des nouveautés, des loisirs créatifs aussi. On a des adeptes du tricot qui aiment bien discuter là-bas. Cinéma et séries, donc ça c'est tout récent, mais depuis la sortie de Dune, beaucoup de gens voulaient parler cinéma.
et j'approuve largement. Et c'est bien parce que les salons s'adaptent vraiment à l'actualité finalement. Oui, à l'actualité et aux demandes des membres, hein, parce qu'avec le salon suggestion, en fait, je lis toutes les propositions et toutes les idées que tout le monde a et je m'adapte et je fais le serveur sur mesure en fonction des besoins qui émergent au fur et à mesure. Oui, d'ailleurs, j'avais proposé le salon Antidote, je me souviens. Oui, ouais, eh ben, il existe, il Ouais. existe. Si vous connaissez pas Antidote, c'est un super logiciel de correction de texte, de dictionnaire, de guide. C'est vraiment une bible mémorable. Oui, tout à fait. Pour les relectures avant livraison des traductions, c'est très bien parce que non seulement ça repère les fautes d'orthographe, grammaire, mais en plus de ça, ça permet de repérer les redondances au sein d'un même texte Tout et à fait. d'analyser, donner une forme de score aussi au style et voilà, à la syntaxe. Oui, ça décrypte en fait, ça décortique vraiment le texte en profondeur. Il y a plein de filtres différents qu'on peut appliquer pour voir le texte sous différents niveaux, que ce soit de langue, d'orthographe, de vocabulaire. Voilà, c'est très très riche. Et pour les autres salons qui sont vraiment beaucoup utilisés au quotidien, on a le salon Blabla qui accueille les discussions généralistes, le salon Jobs où on peut partager les offres de mission pour freelance et aussi certains postes de salariés, un salon sondage pour demander rapidement l'avis de la communauté sur tel ou tel sujet. Donc là où, par exemple, quand on lance une bouteille à la mer sur un groupe Facebook ou un groupe LinkedIn ou en publication LinkedIn, on attend un jour ou deux avant d'avoir des réponses et en attendant, on a déjà livré notre projet ou on voulait des réponses plus rapides pour résoudre le problème. Et ben là, sur Discord, on a 380, 379 personnes en l'occurrence qui sont là pour répondre tout de suite, vu que tout est instantané et ça se passe bien plus vite et les liens se créent aussi facilement avec l'instantanéité du format. Et on a un salon agence aussi parce que beaucoup de traducteurs travaillent donc avec des agences de traduction qui sont partout dans le monde. Et souvent, avant d'entamer une collaboration, on aime bien savoir si d'autres collègues ont des choses à dire sur certaines agences, des choses positives ou des choses négatives ou un petit peu des deux. Et ça aide les gens à faire des choix de prospection un petit peu plus, un petit peu plus éclairés. En gardant en tête qu'une agence avec laquelle la collaboration se passait mal il y a 3 ans, elle a pu aussi évoluer depuis, d'où l'intérêt de renouveler les questions pour pas se retrouver, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait. Par exemple, c'est une liste des agences à fuir entre guillemets. Il y a beaucoup de listes comme ça sur internet et moi j'ai pas voulu faire ce format-là parce que à l'inverse, une agence avec laquelle ça se passait très bien il y a 3 ans, ça a pu se détériorer aussi dans les conditions de collaboration. Donc le fait d'avoir des infos actualisées en permanence et que ce soit les membres qui répondent, ça nous permet vraiment de nous entraider là-dessus. Et puis on peut avoir aussi une mauvaise expérience de collaboration, alors que généralement les autres personnes qui vont collaborer avec telle ou telle agence vont avoir une très bonne expérience. Ça peut être aussi une expérience personnelle mauvaise. Ouais, oui, oui, c'est vrai. Et quand on est en début d'activité aussi, beaucoup de jeunes traducteurs, se lancent sur le marché avec ce que beaucoup de personnes appellent le tarif de pénétration du marché. Et après, pour augmenter leurs tarifs et obtenir des tarifs qui leur permettent de ne pas bosser plus de 35 heures, mais de réussir à bien gagner leur vie quand même, ils auront aussi besoin d'informations de leurs collègues, de partage d'expériences. Et c'est aussi à ça que sert le Discord, c'est-à-dire vraiment savoir ce qui se passe autour de nous chez les traducteurs pour ensuite s'ajuster, prendre ce qui nous va, laisser ce qui nous va pas et un petit peu paramétrer notre activité en fonction de ce qui marche le mieux chez les autres. Et ce partage-là permet vraiment, je pense, de développer son activité de manière plus sereine. Parce que quand on est seul derrière un écran et qu'on n'a absolument aucun collègue traducteur à qui parler, mais qu'on prospecte tous les jours des agences, on n'est jamais vraiment sûr du moment où notre geste de prospection, il est opportun ou pas. On ne sait pas vraiment au niveau des tarifs comment se positionner, et heu et avoir l'éclairage des personnes plus expérimentées, ça aide, hein, je pense. Oui, le fait d'échanger, de s'entraider, c'est toujours bénéfique de toute façon. Et en parlant d'entraide, tu parlais tout à l'heure du coworking dans le Discord. Alors, est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça se passe? Oui, alors le coworking, c'est un salon qu'on a lancé donc au milieu d'année. Les personnes s'y connectent, au quotidien, elles allument leur caméra, elles coupent leur micro
et toute la journée, et on voit, nos collègues, comme dans une conversation Zoom ou voilà, sauf que c'est sur Discord, ça se présente un petit peu pareil et il y a un salon textuel associé où tout le monde peut s'écrire en se voyant, mais personne ne parle parce qu'il y a aussi la concentration de chacun, qui est respectée et ça nous permet de voir un petit peu du monde au quotidien. C'est comme d'être dans un open space, les bruits de clavier en moins et on se sent moins seul, je pense, derrière son écran. Et je le répète, ce Discord, c'est vraiment une mine d'or d'informations. Et est-ce que tu as eu des retours de personnes qui arrivaient dans le Discord et qui voyaient toutes ces informations et qui un peu se sentaient noyées par toutes les informations ou se disaient comment je vais faire, est-ce qu'il faut que je lise tout, comment faire? Parce que c'est vrai qu'on peut se sentir un peu perdu. Ah oui, effectivement, moi je me rends plus compte de la quantité d'informations qui sont partagées parce que je suis vraiment devant tous les jours. C'est sur mon écran de gauche, je vois tout qui défile, je lis quasiment tout. Mais, une personne qui arrive, il faudra qu'elle, choisisse un peu les salons qui l'intéressent le plus ou alors simplement qu'elle choisisse, des heures dans la journée pendant lesquelles regarder. Parce qu'on peut activer et désactiver des salons, c'est ça? Alors on peut paramétrer des notifications par salon. Donc soit pour tout le serveur, on peut mettre en sourdine tout le serveur ou simplement des catégories ou des salons. Tout simplement, on peut tout faire sur Discord, voilà. Et est-ce qu'il y a des initiatives spécifiques à venir dans le Discord? Je sais que tu avais proposé un peu des présentations par certains membres du Discord, des apéros aussi à certains moments donnés. Qu'est-ce qui est prévu là? On est mi-décembre. Bah, quand cet épisode de podcast va sortir, est-ce qu'il y a des choses pour la fin d'année et pour le début d'année 2022? Alors pour cette fin d'année, on a déjà un partenariat avec MemoQ. Je remercie Maëlle d'ailleurs, Maëlle Blivet qui m'a aidée à discuter avec MemoQ, pour, négocier une remise déjà pour les traducteurs, 30 sur, MemoQ Translator Pro, donc la licence et avec ça, ils vont venir faire des webinaires dans le serveur Discord et sur des thèmes choisis par les membres de la communauté, des thèmes techniques. Par exemple là, fin novembre, c'est la gestion de la terminologie et ça va se reproduire encore en 2022. Donc ça, c'est pour l'aspect, webinaire professionnel, avec des intervenants qui sont des guests, en fait, qui ne voient que les salons, dans lesquels ils vont se rendre pour le webinaire, parce qu'ils ne font pas non plus Mm. partie de la communauté. Ils sont simplement là, dans la vitrine du serveur, mais pas dans le bâtiment, si je puis dire et ensuite on aura des choses plus informelles comme l'apéro de Noël. Donc ce sera comme un apéro habituel, parce qu'on a les apéros mensuels déjà 1 ou 2 fois par mois en début de mois. Sauf que là, l'apéro sera thématique. Donc ce sera pull de Noël pour ceux qui veulent, gros châle de Noël et Vin chaud et compagnie pour se mettre dans l'ambiance. voilà, le picon de Noël. Et pour toutes les personnes qui voudront nous rejoindre, et ben ce sera, je pense, un moment convivial où à chaque fois ça se passe très bien. On paramètre ça sur 1 heure, finalement ça dure 3 heures, les discussions s'emballent et c'est là aussi que se créent les liens. Parce que beaucoup de personnes discutent uniquement, dans le texte, sur Discord, dans les salons textuels et les personnes qui ont noué des liens plus forts sont des personnes finalement qui prennent le café sur Discord dans un salon vocal en allumant la caméra, en discutant avec, n'importe quel traducteur, qui voudra bien le rejoindre à ce moment-là. Même s'ils se connaissent pas vraiment, c'est l'occasion et ces apéros permettent de créer des liens comme ça, dans le prolongement justement de ces événements. Cette année, cet été d'ailleurs, on a eu beaucoup de traducteurs qui se sont retrouvés en région, en vrai, dans des restos, dans plusieurs coins de France et simplement parce qu'ils avaient déjà pris un apéro ensemble sur Discord. Mais c'est super parce qu'en fait, ça permet vraiment de se connaître, que ce soit au niveau de la France, ou même parce qu'il y a des personnes qui sont en Espagne, qui sont en Allemagne, au Royaume-Uni, un peu partout. Et ça permet aussi de connaître plus spécifiquement les gens qui sont pas loin de nous, en fait, dans notre région, et avec lesquels on pourrait plus facilement se voir pour prendre un café, un petit déj, ou même faire des sessions de coworking en vrai, finalement. Oui, oui, oui et j'ai vu justement que les gens se sont retrouvés de plus en plus, en physique, après la création des salons régionaux, en fait, où les gens sont en comité plus réduit en fonction de leur région
et ils ont pu se retrouver facilement et même se faire des groupes WhatsApp à côté, pour leurs sorties quotidiennes quand ils étaient dans la même ville et c'est tout ça, c'est parti du Discord et moi je trouve ça génial d'assister à ça aussi. Et est-ce que tu as des projets spécifiques de développement pour l'avenir de ce Discord? Eh bien, pour le moment, j'ai lancé une page LinkedIn qui va me permettre de donner justement plus de visibilité à la communauté sur le réseau social professionnel. Et l'idée, ce serait de partager des publications LinkedIn des membres du Discord, donc qui sont publiées sur LinkedIn. Et du coup, je me sers de la page du Discord qui a une certaine visibilité pour partager ces publications créées par les membres, mais sur LinkedIn. Et ça va vite se transformer, je l'espère, en vitrine non seulement pour la communauté, mais aussi pour les traducteurs et les traductrices qui en font partie. Et tu imagines ça comment, par exemple, un membre publie un article de blog et il a envie de le diffuser à la communauté, ce qui fait qu'un post va être créé sur la page du Discord? Ou comment tu le penses? Alors déjà, son article, cette personne pourra le publier dans le salon qui s'appelle Coin Pub, où chacun peut mettre en lumière ses écrits ou tout ce qui lui fait plaisir. Donc ça peut commencer par là en interne dans le serveur. Et en externe, si une personne qui est sur LinkedIn est aussi membre du Discord, je vais partager sur LinkedIn avec le LinkedIn du serveur la publication en question pour lui donner plus de visibilité en externe. Voilà. Ok, donc tu repartagerais en fait certaines publications que tu trouves pertinentes par rapport au Discord via la page LinkedIn. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc on va passer à notre troisième section du podcast où je vais te poser certaines questions plutôt tradupreneuriales parce que j'adore ce mot. Donc pour commencer, est-ce que tu pourrais nous conter une de tes pires galères tradupreneuriales et ce que tu en as appris? La pire galère, c'était il y a 3 ans. Quelques mois après mes débuts, j'ai accepté une mission de post-édition de plusieurs centaines de milliers de mots pour l'automobile. Combien? Plusieurs centaines de milliers de noms, mais c'est ahurissant. Plusieurs centaines de milliers, c'était une post-édition légère, donc j'avais simplement de la terminologie à vérifier par rapport à un glossaire sur Trados. Et, la veille de la livraison, vu que ça allait assez vite comme projet, il me restait 10 000 mots à faire et je ne m'étais pas rendu compte que, en fait, dans ce projet de post-édition, s'étaient glissés 10 000 mots de transcréation, heu et donc étant débutante et un peu angoissée, face à ça, j'ai pas eu le réflexe de le signaler tout de suite. Je me suis dit: «Si c'est là, c'est que ça peut être fait, ils savent ce qu'ils font». Et en fait, tout le monde fait des erreurs et je me suis aperçue que c'était, le client du client qui n'avait pas fait attention et j'ai passé la nuit sur ces 10 000 mots et le lendemain matin, j'étais complètement lessivée et je me suis dit: «Plus jamais». Donc j'ai mis 1 an à refaire de la post-édition après cette mauvaise expérience et j'ai aussi mis 1 semaine, avant de reprendre le travail après cette mission-là parce que Ah j'étais vraiment oui, dans un état proche de l'épuisement. c'était par rapport à... C'était cognitif, c'était physique, c'était les deux, c'était... Je dirais que c'était la totale. Je suis même pas allée voir un médecin, mais je pense que j'étais quand même proche du burn-out et c'est aussi pour ça que, pour revenir sur le Discord, des discussions sur le burn-out, l'épuisement professionnel, le sentiment d'imposture, le manque de confiance en soi, c'est essentiel de les avoir parce que quand on est dans ces situations-là, on a besoin d'avoir un retour de ses collègues pour savoir identifier ce qui est normal et ce qui n'est pas normal et tout ça, c'est pas toujours évident au début. Grâce à cette expérience, est-ce que tu as mis des choses en place pour que ça ne se reproduise plus? Est-ce que tu t'es dit, voilà, moi je travaille de tel jour à tel jour, de telle heure à telle heure, pas plus de tant de mots par jour, voilà, pour essayer de pas tomber dans toujours plus de travail. Si tu reçois beaucoup de projets, tu prends, et puis à un moment donné, tu ne dors plus. Bah, depuis, je vérifie toujours le contenu des textes envoyés, par les clients, et surtout par les agences, surtout quand c'est des très gros volumes et qu'on prend l'habitude de se dire: «Bon, c'est un client habituel, j'accepte le projet», et là, pour la post-édition, maintenant, je vérifie absolument tout le projet avant de l'accepter, avant de recevoir le bon de commande pour être absolument sûr que tout est dans les clous. C'est-à-dire que tu lis tout ou tu passes en revue assez rapidement pour avoir une idée générale du projet?
en fait, je fais défiler tout le texte, même si je ne lis pas tout, s'il y a de la transcription qui se cache, je le vois tout de suite et ça me permet d'en être sûre avant d'accepter le projet. Est-ce que tu as mis d'autres choses en place pour éviter cet épuisement professionnel? Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé sur la séparation de la vie professionnelle et de la vie personnelle depuis 4 ans maintenant et j'évite de travailler après 18 heures. Ça, pour moi, c'est une priorité parce qu'on a vite tendance à déborder quand on bosse, chez soi. Mais sinon, en dehors de ça, je définis des limites claires avec les clients. Si jamais le vendredi à 17 heures, ils veulent une, traduction pour le lundi à 9 heures, et bah, à ce moment-là, généralement, soit je refuse catégoriquement, mais avec de la diplomatie parce que ce sont des clients directs, soit je repousse le délai parce que bon, bosser le week-end, c'est pas dans le contrat. Ou alors, si vraiment j'ai, besoin d'un petit supplément ou que je me dis: «Ce week-end, ça me plairait bien de travailler sur ce sujet intéressant et de toute façon, j'ai rien dans le planning», à ce moment-là, j'accepte. Par contre, j'augmente le tarif parce que tarif d'urgence, tarif week-end, ça me semble normal, qu'un client pressé, dépense un petit peu plus pour obtenir de la qualité comme d'habitude, mais dans des délais plus serrés. Il y a toujours un facteur temps ou un facteur tarif qui va jouer quand la demande elle est atypique, c'est-à-dire qu'elle a pas un délai normal ou, voilà, c'est toujours, des curseurs sur lesquels jouer. Oui, temps, tarif, qualité. Voilà, ça permet de se préserver aussi et c'est comme ça qu'on montre qu'on est professionnel aussi parce que quand on accepte de mauvaises conditions, ça finit toujours par, nuire à la qualité de la traduction, à la qualité de la collaboration et même si un client s'en rend pas compte au début, quand il est juste simplement content de payer moins cher sa traduction, eh bien le traducteur de son côté, ça va rogner ses conditions de travail et un jour, le client va s'apercevoir que quelque chose ne va pas et il va pas s'être rendu compte que les conditions qu'il a «imposées» entre guillemets, hem, sont délétères pour la qualité de la traduction. D'ailleurs, c'est le traducteur qui impose ces conditions parce qu'on est quand même des partenaires, égal à égal, pas de lien de subordination, du moins explicite. On est censés être horizontaux par rapport aux clients, et ça, je pense que c'est intéressant de le savoir dès le début et de le mettre en pratique et de pas se mettre à disposition des clients, mais d'être là pour, leur rendre des services. Parce qu'on n'est pas des stagiaires, on est vraiment des professionnels de la langue avec une expertise et plus on se prend au sérieux, plus on respecte nos propres conditions de travail et plus la qualité du service, rendu aux clients, sera bonne. Complètement. Et puis, j'aime bien l'image, je sais pas si tu connais un peu la recherche de la licorne, où, voilà, si on cherche un tarif très bas, une qualité excellente et un temps de livraison, bah, c'était pour hier, par exemple, ça, ça s'appelle une licorne, ça n'existe pas. Par exemple, si on veut une qualité excellente et un tarif très bas, on ne pourra pas avoir un délai très court. À ce moment-là, le délai pourrait être très long. Et en fait, c'est toujours sur ces 3 critères. Si on en veut 2, on ne peut pas avoir le troisième. C'est toujours une recherche d'équilibre. Et comme tu le dis si bien, voilà, c'est vraiment une collaboration d'égal à égal entre les clients et nous en tant que prestataires. Alors, question suivante. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors que ce soit voilà, pour ta profession en général, mis à part le Discord. Eh bien, je continue à développer mon activité, je continue de me spécialiser aussi, notamment, dans la réalité virtuelle et tous les domaines qui touchent aux comment dire? Aux communications et à la tech, et ça m'intéresse de plus en plus donc là je vais continuer de me former. Et à côté de ça, j'espère faire du mentorat de manière un petit peu plus officielle parce que je reçois souvent des messages d'étudiants ou de personnes qui se sont lancées ou de personnes en reconversion, qui me posent, c'est souvent les mêmes questions qui reviennent, donc j'aimerais formaliser ça et faire ça de manière plus officielle et l'inclure aussi dans mes services, pour, développer cette partie un petit peu formation et mentorat. Ça me fait toujours plaisir parce que je pense que sans la transmission, le métier de traducteur aurait beaucoup moins d'attrait pour moi et tout ça, c'est en réflexion. Est-ce que tu pourrais, par exemple, est-ce que ça t'intéresserait de participer au programme Boussole proposé par la SFT? Ou pas forcément de cette manière-là?
Alors j'y ai beaucoup pensé parce que je suis déjà bénévole SFT et je devrais en savoir plus, sur ce fameux programme Boussole en cette fin d'année justement. Donc Programme Boussole, qui est un programme de mentorat justement entre des traducteurs et traductrices expérimentées et des traducteurs et traductrices qui débutent. Donc oui, oui, ça me plairait vraiment de participer au programme Boussole, et de faire du mentorat comme ça pour commencer. Donc pour 2022, ce sera prévu, oui. Et est-ce que tu aurais une ressource ou un outil numéro un que tu conseillerais à un collègue ou une collègue? Alors j'hésiterai pas beaucoup sur cette question, je dirais LSP Expert. Pour le moment, c'est le seul logiciel qui me permet vraiment de gagner du temps pour facturer les tâches, pour, programmer rien que mon planning au quotidien. Ça permet un bon suivi des projets, vraiment axés, sur l'activité de traduction et puis ça me convient parfaitement pour le moment donc je recommande LSP Expert, les yeux quasiment fermés. Alors je suis aussi utilisatrice de ce logiciel et je vais complètement dans ton sens. Quel est le livre de chevet que tu lis en ce moment? Alors en ce moment, même si j'ai moins de temps pour lire, je suis sur Dune de Frank Herbert. J'ai vu le film au cinéma, il y a pas très longtemps et ça faisait des années que le livre était dans ma pile à lire donc je me suis lancée et donc là je dois être au tiers du livre et c'est vraiment génial. Tout comme, énormément de livres de science-fiction qui me fascinent, c'est l'automne pour la science-fiction justement là. Et une question que j'aime beaucoup poser, si tu devais supprimer un des clichés concernant les métiers de la traduction, lequel serait-il? Alors ce serait que la traduction, ce n'est pas un métier solitaire. C'est un métier solitaire uniquement si on le décide. Et le fait d'avoir accès à des communautés, à des groupes, ou d'aller au-devant des gens dans des espaces de coworking et ça permet de rompre cette solitude. Donc je pense qu'on dit souvent que le traducteur est coincé derrière son ordinateur alors qu'il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives qui sont lancées et d'opportunités de rencontrer du monde, dans le secteur de la traduction, qu'il faut pas les manquer. Parce que sur le long terme, c'est vraiment bon pour à la fois la santé mentale, la santé de sa propre activité et il y a que du bon, quoi. Et puis aussi, voilà, donc il y a beaucoup d'initiatives, comme tu le dis, en ligne qui existent. Et faut aussi pas oublier le présentiel, alors que ce soit entre traducteurs et traductrices, mais aussi entre autres professionnels indépendants. Tu vois, par exemple, moi, je travaille au sein d'une pépinière et c'est très très enrichissant de côtoyer des créatifs, que ce soit des rédacteurs, des designers, des graphistes, enfin voilà, et plein de personnes diverses et variées. Et aussi, je pense aux événements que votre ville peut organiser, que ce soit la CCI, parfois il peut y avoir des formations gratuites. Il faut vraiment se documenter, voir ce qui existe pour pouvoir rencontrer du monde, que ce soit des consoeurs, des confrères ou d'autres professionnels indépendants également. Oui, c'est important de noter aussi que dans les espaces de coworking, beaucoup de professions se recoupent un peu et lorsque un client cherchera un graphiste, ou un web designer, derrière le web designer, s'il n'a pas les compétences en développement, il va chercher dans son réseau, il va trouver un développeur web et ils vont être 2 à rendre service au client et derrière ça, il faudra une stratégie de communication pour l'entreprise qui va lancer son site et donc après les freelances finissent par travailler ensemble, pour les mêmes clients sur des missions ponctuelles et c'est une très bonne chose parce que chacun voit ce que fait l'autre et on est moins seul et même si on est indépendant et auto-entrepreneur, on n'est jamais vraiment seul, quoi. Complètement, ça permet de créer des synergies et de faire de très très belles rencontres également. Et on choisit ses collègues. Ce qui n'est Oui. pas le cas dans un travail de bureau, salarié, généralement. Et pour clôturer ce podcast, la dernière question. Si tu devais donner un seul conseil, quel conseil donnerais-tu aujourd'hui à la personne que tu étais quand tu t'es lancée dans ton aventure tradupreneuriale? Alors je me dirais que il faut oser, en fait, quand on a peur de faire des choses parce que souvent on se sent pas légitime ou on est atteint du syndrome d'imposture, c'est finalement quelque chose que tout le monde a, mais qui reste quand même du domaine de l'irrationnel et tout ça, ça peut être résolu par l'action. Donc en fait, moi, ma technique, enfin celle que j'avais pas au début, mais que maintenant j'ai, c'est j'accepte, j'ose et ensuite je m'adapte
à ce que j'ai promis et ça marche toujours. Donc il faut toujours oser parce qu'après on finit par regretter de pas avoir essayé et puis on saura jamais si ça allait marcher ou non. C'est ça, et puis même si ça marche pas complètement comme on aurait voulu, comme on se l'était imaginé, bah on apprend toujours et c'est toujours formateur. Et moi je sais que pour ma part ça m'a permis progressivement à tenter, à oser, à faire des choses qui à 3 ans je pensais complètement impossibles, à étendre ma zone de confort. Et en fait au fur et à mesure on est de plus en plus confiant. Des choses qui avant nous paraissaient insurmontables deviennent entre guillemets faciles, et c'est plus facile d'évoluer au fur et à mesure. Voilà, et une fois qu'on a évolué, on est en position de donner des conseils et comme vous l'avez fait, toi et Gaël, de créer, justement votre propre petite structure pour conseiller les indépendants. Au début, on a besoin de beaucoup de conseils et ensuite on se sent suffisamment légitime pour en donner et c'est là, on sent vraiment une vraie évolution comme ça, c'est génial, et on se met au service des autres et c'est une forme d'accomplissement aussi dans une activité de traduction. Ah complètement, oui, la création de la plateforme Tradupreneur, ouais, ça a été une belle façon de surmonter pour moi aussi ce syndrome de l'imposteur, et aussi de créer ce podcast finalement. Et donc avant de nous quitter, est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui nous écoutent par quels moyens ou plateformes elles peuvent te joindre? Alors, vous pouvez me joindre sur LinkedIn, sur mon compte personnel, donc Dorine Parmentier, vous devriez me trouver facilement et il suffit de m'envoyer un message privé et une demande de connexion et on entre en contact et je peux vous inviter sur le serveur Discord, rapidement, sans problème. Voilà. Et on se rejoindra toutes et tous sur le Discord, parce que j'en fais également partie. Je n'y suis pas forcément tout le temps, mais j'aime bien regarder ce qui s'y passe et interagir des fois. Bah écoute, Dorine, c'était vraiment un plaisir de parler de ton parcours, de parler du Discord, de l'entraide, du partage entre traducteurs, traductrices et interprètes. Et voilà, moi je te souhaite vraiment le meilleur pour le développement du Discord et de ton activité. Et puis surtout, j'en profite pour te souhaiter, même si on enregistre ce podcast à la mi-novembre, pour te souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et puis le meilleur pour l'année 2022. Eh ben pareil, tout le meilleur pour toi, et pour Gaël aussi, les tradupreneurs, j'espère que tout se passera très bien pour vous, c'est vraiment une superbe initiative et bonne fête de Noël également. Merci Oran. Eh ben merci beaucoup et à tout bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Toutes les ressources qui y sont mentionnées sont à retrouver sur le site tradupreneur.fr dans la section podcast et dans les notes de l'épisode. Sur ce site, vous y retrouverez aussi les formations et formules de conseils proposées par Gaël, des liens vers les réseaux sociaux animés par moi-même, ainsi que tous les articles de blog publiés par nos soins. Je vous invite d'ailleurs à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à notre newsletter mensuelle pour ne rien manquer des nouveaux contenus publiés sur le site et sur les réseaux. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à partager cet épisode ou à laisser un avis, un commentaire sur votre plateforme préférée. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en vous rendant sur notre page Tipeee. D'avance, un grand merci. Votre soutien nous permet de créer pour vous plus de contenu de qualité et de mener des entretiens avec des langagières et langagiers passionnés. Et si vous souhaitez entendre un ou une invitée en particulier, n'hésitez pas à nous partager vos idées. À tout bientôt!